Buonasera, ringraziabili essere con noi all'Antavia Stella per seguire i commenti di l'attualità di la settimana. Trois invités sur ce plateau comme à l'accoutumée, en commençant par Anne-Marie Luciani. Bonsoir. Bonsoir, femme politique, ancienne élue à la mairie d'Ajaccio, membre du mouvement de Benoît Hamon, Génération.S et candidate aux élections européennes. Bienvenue sur ce plateau, Anne-Marie. Merci. Mais avec mes deux confrères de la presse parlée. D'abord, Jérôme Souzine de RCFM. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Et de la presse écrite, Jérôme Paoli de Parole de Corse, dont le numéro de mars est paru et consacré au travail en Corse. L'actualité cette semaine a été marquée par cette opération Ville Morte accompagnée d'un rassemblement jeudi dernier à Porto Vecchio. L'objectif était de protester contre la politique de la préfète visant à remettre de l'ordre dans la gestion du domaine public maritime concernant particulièrement les AOT, les autorisations d'occupation temporaire. Nationalistes, droite et gauche, en tout cas une partie de la gauche, étaient unis dans la protestation. Nous écoutons Georges Mel, le maire de Porto Vecchio. On voit qu'aujourd'hui il y a une tension, l'État, la collectivité de Corse, c'est le jeu du ping-pong. À un moment donné, je dis qu'il faut prendre nos responsabilités et pas en permanence taper sur l'État lorsqu'on a la possibilité d'initier. Et puis, dans ma bouche, ça porte beaucoup de choses, de prendre notre destin en main, comme je l'entends souvent. Donc la commune de Porto Vecchio va prendre cette initiative-là. Je vais en informer la préfète prochainement, mais je souhaite, à travers cette initiative, débloquer un petit peu la situation. Et au-delà, que beaucoup prennent l'initiative et que je viens de prendre au niveau de Porto Vecchio. Pourquoi ? Parce que il me semble qu'on ne peut pas balayer d'un revers de manche tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui sur le territoire de cette commune. Alors Jérôme Paoli, on a l'impression quand même de revivre l'histoire. C'était il y a 20 ans, la même période, d'ailleurs au mois de mars, l'affaire des paillotes, avec le célèbre Bernard Bollet et tout ce qui s'en est suivi. Alors on dit parfois que l'histoire se répète, d'abord comme une tragédie et ensuite comme une farce. Là, on est peut-être dans le processus inverse, non ? Non, mais le problème des paillotes, c'est l'équilibre. En fait, il faut qu'il y ait un équilibre sur les constructions des paillotes. On ne peut pas ne pas avoir de paillotes en Corse. On ne peut pas en développer trop non plus. On ne peut pas se retrouver avec des plages où on ne peut plus poser une serviette parce qu'il y a des dépassements. Donc il faut trouver une gestion de l'équilibre. Après, c'est qui va gérer ça ? Et c'est vrai que là, il y a une vraie problématique. Parce que si de confier ça au maire... C'est pas forcément une garantie, hein ? Ça peut poser des problèmes très très compliqués, évidemment, parce qu'il y a une proximité. Mais quelques pressions éventuelles. Mais on peut pas dire que... Moi, je ne vois pas une Corse sans paillotes non plus, parce que c'est aussi une qualité de vie. Et il faut aussi... Donc c'est un équilibre, à mon avis, qu'il faut trouver. Anne-Marie Luciani, comment est-ce que vous expliquez que toutes les forces politiques, notamment celles qui ont élaboré et voté le PADUC, se retrouvent là pour contester l'action de l'État ? C'est vrai que c'est un dossier extrêmement sensible. Bon, d'abord sur un point, et après je répondrai à votre question, Jean Vitus. Sur un point, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme quand il dit qu'il faut trouver le juste équilibre entre, bien sûr, cette activité qui a un impact économique énorme et puis le respect de l'environnement. Hein. Ça, c'est extrêmement important. C'est le premier point que je voudrais développer. Ensuite, par rapport aux maires qui décident donc de prendre leur destin en main et de s'occuper de cette problématique, je pense effectivement que ça va être un petit peu délicat. En tout cas, c'est un cadeau empoisonné que leur ferait l'État, même si c'est eux qui le réclament à travers les propos de M. Mel. Par rapport au PADUC, le PADUC, c'est sûr, le PADUC s'occupe du classement des plages, mais les AOT sont délivrés par l'État. Et moi, ce que je regrette, c'est plutôt la méthode que l'État met en place, parce que jusqu'alors, il y a quand même eu un laisser-aller, une espèce d'inefficacité de la part de l'État, qui aujourd'hui rentre en force, revient en force, en imposant à quelques semaines de la saison de la saison culturelle, de la saison touristique, pardon, excusez-moi, je suis c'est pas la même chose. Impactée par autre chose, par rapport à la saison touristique, donc à quelques semaines, même quelques jours, on leur dit qu'on va étudier leur dossier au cas par cas, ils ont une épée Damoclès dans la tête, ne sachant pas si oui ou non, ils vont pouvoir ouvrir leur paillote ou leur restaurant ou leur établissement de plage. Donc je trouve que là, effectivement, la méthode n'est pas bonne. Jérôme Souzine, le fait qu'on trouve des nationalistes, enfin certains nationalistes en tout cas, au premier rang de la contestation sur un thème qui va quand même à l'encontre de tous ceux qu'ils ont défendus jusqu'à présent, à savoir la préservation du littoral, et qu'ils ont même insisté, pour une bonne partie d'entre eux, pour rendre le PADUC encore plus restrictif qu'il ne l'a été. Comment vous expliquez cette apparente contradiction ?
Apparente, non, vous l'avez dit tout à l'heure. Les proximités font que quand on va donner le pouvoir à un maire, si ce système de concession qui a été évoqué tout à l'heure, parce qu'il faut expliquer, Georges Mel propose que de prendre la concession de ces paillotes pour ensuite les redistribuer, on va dire, à des gérants. Donc c'est une question de proximité, de difficulté. Là, il y a parmi les nationalistes et même parmi les élus, il y a des gens qui ont de la famille, qui gèrent les paillotes. Donc c'est pas évident. Donc vous pensez que ce sont des intérêts particuliers qui prennent le pas sur l'intérêt général, c'est ça? Je n'ai pas vérifié, mais c'est vite vérifiable. Par contre, il faudrait que ça cesse, parce que tous les ans, on remet ça sur la table. C'est un petit jeu, quoi. Ça devient un petit jeu. Détention, ville morte pour une histoire de paillote aussi. Il n'y a pas eu... Bon, en même temps, au mois de mars... Oui, bon, c'est février où c'est un peu calme. Mars, on commence quand même à effectivement... Je comprends l'inquiétude des restaurateurs, des machins, qui commencent à recruter le personnel, qui commencent à faire les équipes. Et Dieu sait les difficultés pour faire les équipes. Mais je comprends aussi les défenseurs de l'environnement. À un moment donné, quand on voit que pour réaménager une plage, il faut dégager du sable, il faut dégager de la posidonie, il faut enlever les bouts de bois qui sont là, qui flottent. Mais oui, mais moi oui, d'accord, mais moi je pense qu'il ne faut pas opposer paillote et protection de l'environnement. Oui, mais quelle est la limite? Attends, on peut construire des paillotes et protéger l'environnement. On ne fait pas des immeubles de 12 étages en béton. Si c'est bien fait, si c'est démontable, ils ont reconnu qu'il y avait eu des abus. Je trouve que... Ils ont reconnu eux-mêmes à Porto-Vecchio. De vouloir mettre les paillotes d'un côté, c'est aller contre la défense de l'environnement, c'est une hérésie absolue. On peut faire les deux. Alors, laissons faire. On peut faire les deux. Laissons faire le n'importe quoi. Parce on peut contrôler. Le problème, c'est qu'il y a eu quand même une dérive. Dès que l'autorisation est accordée... Non, mais c'est l'autorisation. On n'a rien... Beaucoup n'ont pas respecté... C'est la dérive qui est problématique. C'est pas la paillotte intrinsèque. C'est pour ça qu'il faut un plan de développement. Juste pour finir, si demain à Ajaccio il n'y a plus aucune paillote sur le golfe, c'est dommage. On va s'emmerder, hein. Le dimanche, on va enlever une qualité de vie à beaucoup de gens, sans parler de l'économie et de ce que ça crée aussi. Ce qu'il faut, c'est un contrôle. Anne-Marie Michel, la situation pourrait dégénérer comme ça s'est produit précédemment. On sent quand même une tension très forte avec l'État aujourd'hui. On sent une tension extrêmement forte avec l'État. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'État calme le jeu. Il faut passer par une période transitoire et progressive. Moi aussi, absolument. Je ne suis pas dans le mouvement Génération.S pour ne pas défendre le littoral. Il y a à peu près 1000 km de littoral en Corse. C'est la distance entre Perpignan et Menton. Là, il y a un grignotage qui est absolument condamnable. Peu à peu, on sent que notre littoral est saccagé. Donc il faut absolument trouver le juste équilibre. Vous avez raison, Jérôme. Entre le développement économique, l'impact économique que ça a, parce que c'est indéniable, c'est indiscutable, et bien sûr la préservation de l'environnement. Et ne pas opposer, parce que c'est pas opposable. Ne pas opposer les deux. Il y a eu des dérives, ils l'ont reconnu eux-mêmes. À Porto-Vecchio, ils l'ont reconnu, ils ont dit... c'est vrai, bon, attendez, l'an passé, il y a eu 100 matelas saisis. Je ne sais pas comment ça se trouve un matelas, vous le savez. Moi, je ne suis pas trop amateur de ce truc-là. Ça va être 15-20 euros la journée. Oui. 100 matelas à 15-20 euros, ça fait 1500, 2000 euros pour louer du matelas. Je ne sais pas, notre économie, ce n'est pas de la location de matelas. Il faut aller un petit peu... si on base notre économie touristique sur du matelas, on y met la gorge. Non, mais c'est réducteur. Non, c'est réducteur, ça réduit surtout les plages. Pour moi, ça réduit surtout la plage. Ça s'orchestre et ça se contrôle. Il n'a pas tort. Sur l'évolution du climat, les rapports avec l'État, Jérôme l'État annonce la couleur. Déjà l'an passé. De façon générale. Déjà l'an passé, l'État a annoncé la couleur sur la gestion, sur l'affaire de Calvi. C'est un bulldozer qui est passé. Et il n'a pas été par... Il y a une décision de justice qui s'applique, etc. L'État... Ça peut envenimer le climat ? Climat politique, à ce moment-là. Forcément, oui, parce que, comme je dis tous les ans, on reparle de ce problème. Il faut qu'on arrête avec ce problème. Il faut qu'on le règle une bonne fois pour toutes, qu'on trouve un système, effectivement, d'équilibre des choses. Parce que là, sinon, je suis les ortimaux bio. Voilà. Bon, justement, on va arrêter, on va passer à autre chose cette semaine. Mobilisation syndicale, cette fois-ci, contre la réforme de la fonction publique. Tous les syndicats manifestaient. La grève a été globalement relativement suivie, de façon plus importante quand même, dans l'éducation nationale. Et là encore, l'opposition grandit. On écoute le représentant de la CGT. En fait, on est là pour dire stop au président de la République contre toutes les contre-réformes sociales qu'il engage
large, que ce soit tant sur la fonction publique, sur les services publics de manière générale, mais aussi pour redonner du vrai pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises, et y compris aux retraités. Et dire non aussi à la casse de l'assurance chômage, puisqu'il va y avoir des contraintes très dures envers les gens qui sont privés d'emploi dans ce pays. Anne-Marie Luciani, un climat social qui est de plus en plus dégradé au plan national. Ici, les choses ont été plus calmes avec ce conflit des Gilets jaunes, mais ce n'est pas un terrain, quand même, qui est favorable, malgré tout, à la gauche. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors d'abord, le conflit social, hein, vous avez dit toutes les représentations syndicales, bon, sauf la CFDT, puisqu'en fait, la CFDT participe également au débat national. Donc, mais ça faisait un long moment que la CGT et FO ne militaient plus ensemble. Donc plusieurs fronts de bataille pour cette manifestation syndicale, bien sûr, le SMIC, les salaires, la revalorisation des retraites. Également la loi Blanquer, qui est quand même une loi extrêmement... qui va remettre en cause le service public de l'éducation et l'égalité des chances, hein, avec notamment la création de gros établissements qui vont à la fois rassembler les écoles primaires et les collèges. Donc, et puis bien sûr cette réduction, cette suppression annoncée de 120 000 emplois dans la fonction publique. Donc ce mouvement social, cette manifestation est bien sûr fortement... très légitime. Les Gilets jaunes, donc effectivement, il y a eu moins d'impact ici sur la Corse qu'ailleurs, mais bon, il faut dire quand même que ces oubliés de l'histoire ont vraiment marqué l'histoire, c'est le cas de le dire, parce que c'est un mouvement absolument inédit, non structuré certes, mais qui a été un vrai cri d'alarme contre une souffrance, voilà, contre une souffrance qui est exprimée aujourd'hui et qui est vraiment audible. Donc par rapport à votre question... Pourquoi la gauche n'en profite pas ? Pourquoi la gauche n'en profite pas? La gauche est là, de toute façon, elle est derrière ces organisations syndicales, elle les appuie, elle soutient bien sûr toute forme de manifestation. Ensuite, vous connaissez un petit peu la situation de la gauche aujourd'hui, qui est en net recul partout en France et même en Europe. Cette quasi-disparition de la gauche, en Corse c'est évident, mais au plan national aussi, elle n'a pas disparu complètement, mais elle est extrêmement faible. La gauche est très faible, pour dire plus, elle est totalement atomisée. C'est pas la première fois de son histoire d'ailleurs qu'elle connaît ce type de division, de rupture ou de divorce, et même de disparition, d'effacement de la gauche. Hein. On l'a connu également dans les années 50, dans les années 60. Ensuite, bon, il y a eu le ballottage entre François Mitterrand et Charles de Gaulle qui a remis la gauche en selle, mais c'est pas la première fois de son histoire, donc je ne perds pas histoire. Cet échec, c'est surtout lié à une politique de gauche sous la mandature de François Hollande, qui a été une politique plus libérale que sociale. Donc je pense que là, il y a eu bien sûr des divisions, notamment aussi des divisions au sein de l'Assemblée nationale, hein, dont a fait partie Benoît Hamon, tout simplement parce que les engagements du président de la République n'ont pas été tenus. La finance, c'est mon ennemi. D'accord, mais ça c'est le passé. Mais aujourd'hui, alors vous êtes candidate aux européennes. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire. Sur la liste de Benoît Hamon. Oui, mais il a refusé de s'associer à l'offre de Raphaël Glucksmann. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les Verts aussi ont refusé. Non, mais ça s'est pas du tout passé ainsi. Ça s'est pas du tout passé ainsi. Il n'est pas avec lui, mais ce n'est pas un refus de la part de Benoît Hamon. Pour vous dire mieux, il a fait une proposition totalement inédite, très démocratique, une innovation démocratique, en proposant la votation citoyenne. La votation citoyenne permettait aux citoyens de choisir la tête de liste par un tiercé. Hein, il y avait 2, 3, 4 listes. Les listes qui, bien sûr, acceptaient de participer à ce tiercé. Donc, au nombre de voix obtenues, une tête de liste se dégageait, donc ce n'était pas forcément Benoît Hamon, hein, qui donc prenait le risque d'eux. Et ensuite, au prorata des voix, il y avait une constitution de liste. Donc ça permettait à la fois de donner la parole aux citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, on est quand même à cette ère de la parole donnée aux citoyens. Et ça permettait de rassembler la gauche. Mais face aux enjeux comme ça... Ça a été refusé par les partis archaïques, frileux, qui n'ont pas voulu prendre le risque justement de perdre leur leadership. Benoît Hamon, ça peut être un rassembleur de la gauche, à votre avis? Bien sûr que Benoît Hamon peut être rassembleur de la gauche. Benoît Hamon est arrivé premier, donc contre toute attente, à l'élection des primaires, où il est passé d'ailleurs, je le rappelle, de 5% à 36%. Donc attention au sondage. Hein. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est une photo à l'instant T. Il a fait 6,5%, bien sûr, mais il a été quand même, vous connaissez le contexte. Quand même, le PS n'a pas joué le jeu.
les candidats qui étaient aux primaires, qui avaient promis, bien sûr, de s'engager auprès de Benoît Hamon, il y a eu là défaillance totale. Donc il y a eu non-respect d'un engagement. C'était le passé. Et ensuite, il y a eu le vote utile avec M. Mélenchon qui a siphonné les voix du PS. On ne va pas refaire ce match, mais faisons celui qui arrive. Les européennes, vous avez dit, il y a eu les oubliés de l'histoire. Bon, dans l'histoire, effectivement, il y a la gauche. Donc, ils ont été oubliés aussi de la gauche et depuis longtemps, parce qu'on considère que cette crise remonte à 30 ans, facilement. Oui. Donc, il y a 30 ans, je crois qu'il y avait un certain François au pouvoir. Qu'est-ce que vous proposez, là, dans ces européennes? On voit que ça ne passionne pas les foules non plus. Les européennes ne passionnent pas les foules parce que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ne satisfait personne. C'est une Europe technocratique, avec une politique austéritaire, avec le dogme du PIB, de la dette publique. Donc, bien sûr, c'est plus une Europe sociale telle qu'elle a été imaginée, conçue à l'époque de Jean Monnet. C'est une Europe qui est complètement tombée dans les mains des lobbies. On subit le diktat des lobbies, on subit la banque... C'est Benoît Hamon qui va changer ça? Benoît Hamon a un programme qui, effectivement... est social écologiste. Il est 100% de gauche et 100% écologiste. Et à travers son programme, effectivement, il y a bien sûr la guerre faite aux lobbies, au diktat des lobbies. Il y a bien sûr un tas de mesures sociales comme le revenu universel européen, comme l'ISF européen. Ce sont en fait des mesures qu'il avait prônées et proposées au présidentiel qui sont déclinées au niveau européen. Donc c'est une politique sociale de gauche et écologiste que Génération.S, on ne va pas personnaliser forcément, puisque c'est un mouvement qui fonctionne de manière extrêmement horizontale. La liste d'ailleurs s'est construite selon les candidatures. Il a fait un appel à candidature, ce sont les citoyens qui ont postulé, et certains ont été retenus, dont moi. Donc je veux dire, c'est une... S, c'est quoi? C'est socialiste ou c'est une marque de pneus? Non, Génération.S, c'est S, en fait, une génération et des générations. Donc, c'est face à ces enjeux importants que vous venez de décliner, en face, il y a des divisions dont on comprend que c'est essentiellement pour un problème de leadership. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence là entre les enjeux et puis ce que vous proposez? Parce que c'est d'un ridicule achevé. Les Verts, Benoît Hamon, le Parti Socialiste, la France Insoumise, on ne peut pas dire qu'il y a des différences, alors peut-être pas la France Insoumise, qu'il y a des différences fondamentales entre les autres. Mais je le déplore autant. Et tout le monde le déplore, mais le résultat c'est celui-là. Benoît Hamon a tenté une chose, vraiment, je le répète, c'est très important, c'est passé peut-être inaperçu. On était plutôt sur le débat national, il ne faut pas oublier que cette élection européenne, elle est pas mal squeezée. Entre le débat national, entre les gilets jaunes, bien sûr, qui manifestent, la violence, comment régler cette violence, etc. Donc les européennes sont passées un petit peu, pour l'instant, n'ont pas vraiment encore démarré. Elles n'ont jamais passionné non plus. Elles n'ont jamais passionné parce que le citoyen se trouve très loin. L'Europe, c'est très loin du citoyen. Est-ce qu'il y aura des gilets jaunes sur la liste .S de Benoît Hamon, comme c'est le cas sur la liste de Dupont-Aignan? La comparaison ne me séduit pas vraiment. Non, mais c'est le cas. Mais en tout cas, il y a eu donc un appel à candidature. Il y a des citoyens de toutes les régions, bien sûr. Il y a cette diversité territoriale d'abord, et ensuite des citoyens qui sont engagés dans leur vie. Il y a une étudiante qui travaille aussi parce qu'elle est obligée de travailler. Vous voyez ce que le revenu universel pourrait régler. Et pour la Corse ? Ça. Pour la Corse, je suis candidate. Vous êtes à quelle place ? Alors, la place, pour l'instant, n'a pas été définie. Benoît Hamon a annoncé les 30 premiers, dont je fais partie. La place n'est pas définie, mais moi, je suis là surtout pour défendre et pour soutenir donc, les idées de gauche que Benoît Hamon met en avant. Il va venir sur l'île, Benoît Hamon, dans la campagne ? Nous l'espérons. Nous sommes en train d'y travailler. Et s'il vient, ça sera pour rencontrer certainement le monde rural, à la rencontre du monde rural, des agriculteurs, parce que vous savez que l'écologie est quand même un pan extrêmement important de son programme. Aujourd'hui, les sondages le donnent à 3,5%, mais nous sommes à 1 mois et demi du scrutin. Juste un dernier mot avant de passer au dernier sujet. La gauche en Corse, on voit au niveau national qu'elle a beaucoup de mal, mais ici, c'est encore beaucoup plus difficile. Comment vous la voyez se reconstruire ? Et la gauche est complètement aussi atomisée en Corse, comme sur le plan national. La faute aux divisions, aux dirigeants. La faute peut-être à un fonctionnement
archaïque. On voit très bien qu'aujourd'hui, tous les partis sont en voie de disparition, j'ai envie de dire. Je crois qu'ils ont montré leurs limites. Donc, il y a une autre forme de politique qui s'instaure. C'est, je pense, notamment dû aux divisions. Si on pense à l'échec de la gauche au municipal de Bastia, quand on pense aussi à l'échec de la gauche au municipal ajaxienne, quand on pense aussi à l'échec aux députés, aux législatives, je veux dire, et également, les territoriales, c'est encore différent, puisque là, il y a eu l'avènement des nationalistes au pouvoir qui répondaient à une véritable attente et certainement à un changement aussi de politique. La reconstruction va se faire. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes dates de l'histoire où la gauche a disparu complètement de la vie politique et puis qui ont pu revenir. Donc la reconstruction peut se faire tout d'abord en essayant de fédérer le plus longuement possible, d'avoir un fonctionnement beaucoup plus démocratique aussi, hors appareil, et puis de se retrouver sur un projet commun. Et ça, je pense que c'est pas si difficile que ça. Enfin, il y a du travail quand même. Alors, dernier sujet de la semaine, il nous reste 4 minutes, mais c'est largement suffisant. Le voyage de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, une visite dans l'indifférence à peu près générale, un petit tour de Corse avec des promesses de subventions ici, 3 millions pour la prison d'Ajaccio, des promesses d'aide pour d'autres projets, du classique et un certain ressentiment de la ministre vis-à-vis de l'exécutif territorial. On écoute. Je suis déjà venue en Corse, j'ai rencontré M. Simeoni à plusieurs reprises. Il y a des fois où il n'avait pas souhaité non plus venir, par exemple, à un déjeuner, je me souviens, quand le président de la République est venu. Enfin, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire. Alors, il y a des moments où il souhaite nous rencontrer, des moments où il ne souhaite pas nous rencontrer. On s'adapte. Voilà. Pas contente, la ministre Jérôme Parle. Contente de venir en Corse parce qu'elle vient quand même très très régulièrement. Donc ça, je trouve qu'elle a une régularité. Cette saison. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait beau, mais enfin, elle vient régulièrement. Moi, je trouve que c'est quand même assez étonnant où on est dans une situation de non-dialogue absolu quand même entre la région et un ministre ou les représentants de l'État. Et même un ministre qui dit on s'adapte. Je trouve que ça manque d'autorité à un moment donné. C'est une représentante du gouvernement. Ça veut dire peut-être aussi on s'en moque. Ça peut vouloir dire on s'en moque. Mais après, si on prend cette dernière visite, il n'y a pas d'annonce phénoménale. Un ministre qui vient en Corse, c'est pas une petite affaire. Un ministre, c'est Madame Corse. En plus, c'est Madame Corse. Ouais. En plus, c'est Madame Corse. Donc tu as raison. Madame déjà, Corse de l'intérieur maintenant. C'est pas un ministre, c'est pas anodin. Mais c'est des déplacements, du temps, des gens mobilisés. Pour aller un peu en montagne, c'est sympa, mais ça manque de dialogue politique et de dimension politique. Non, c'est pour ça qu'on attend avec impatience la venue du président de la République. Sans l'ironie dans vos propos. Qui ne viendra pas. Qui ne viendra pas. Voilà. Si, il vient le 4 avril. Ça y est. 4 avril à Côte-Sart. On m'a pas dit. Voilà. J'ai eu peur parce que chez moi, on est dans la rédaction, pas chez moi, parce que des mecs, chez moi, on prépare tout. Donc, on attend la venue du président de la République, qui pourra peut-être permettre d'en savoir plus. Bon, la réponse. Est-ce qu'il va s'adapter lui aussi? La question numéro 1, c'est l'adaptation sur l'énergie. Ça, il faut qu'on ait vraiment la réponse. C'est, à mon avis, c'est la réponse qu'attend la Corse, la principale. Cette absence de dialogue, ce blocage complet, on l'a connu à d'autres époques, mais il y a très très longtemps quand même. À quoi vous l'attribuez, Anne-Marie Luciani? Et à qui? Alors, l'attribuer à qui? Bon, d'abord, c'est vrai que c'est un jeu du chat et de la souris, donc avec une certaine réciprocité. Mais ceci dit, je pense que il est vrai qu'elle est... ce séjour a été positif dans le sens où elle a fait quelques avancées ou quelques promesses. Mais je pense que ce qui est attendu par la majorité nationaliste, et je pense que là, ils ont raison d'en attendre plus, c'est une réponse politique. Cette réponse politique a des sujets à des thèmes comme le statut de résident, comme la co-officialité. Je vous rappelle que ce sont des délibérations qui ont été votées à la majorité sous la mandature de Paul Jacob. La réponse a déjà eu lieu. Et là, réglé, il n'y a jamais eu un début de réponse à ce débat politique. Il y a eu un nom. À ce débat politique. Le 7 février l'année dernière. Sur les revendications, ils ont dit l'affaire est réglée, on n'en parle plus. Oui, c'est déplorable. Si vous voulez, c'est déplorable.
très vite, un ministre qui vient pour annoncer qu'il donne 3 millions à une prison, bon, il faut refaire la prison, d'accord, mais on peut faire un communiqué de presse, on n'est pas obligé d'arriver avec un avion du glam et 40 personnes derrière. On attend d'autres avancées, effectivement, et d'autres annonces. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Marie Lugiani. Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. Avant de vous quitter, je vous présenterai le livre de notre consoeur Anne Chabanon, qui a participé à l'écriture des mémoires d'Edmond Siméon, les mémoires qui paraîtront le 4 avril, le même jour que l'avenue de Macron. Ça doit être un signe. Et c'est aux éditions Flammarion. Premier, tout va bien. E con Pier Perugia tiri due, ma settimane che bene, buonasera a tutti. Got it done.